Bonjour, je fais ce live pour faire la dernière partie de la lecture du livre Mémoire cellulaire et l'éveil des peuples, parce que je comptais que lire 3 chapitres en fait de ce bouquin-là. Donc sans plus attendre, je vais reprendre la lecture là où je m'étais arrêtée. Au chapitre 3 donc. Chapitre 3, comment sommes-nous gouvernés ? Le gouvernement américain, la CIA, ainsi que le club de Bilderberg, formant une puissance qui dirige le monde, ils se permettent de placer les présidents qu'ils adoubent à la tête des pays qu'ils dominent. Il en est de même pour la France, puissance colonisatrice. Pour les 54 pays de l'Afrique, c'est sans coup férir qu'ils imposent au peuple des dictateurs dociles à leurs ordres en validant des élections politiques de prédation, comme c'est régulièrement le cas en Afrique, tout comme ils l'ont toujours fait en Amérique centrale, en Amérique du Sud, ainsi que dans les îles des Caraïbes, de l'océan Indien, etc. Autant les principaux dirigeants des pays occidentaux ou des importants organismes internationaux doivent passer un test devant le club de Bilderberg avant leur prise de fonction continentale ou régionale, pour les dirigeants africains avant leur prise de fonction, S'ils y échappent parce qu'ils ne sont pas maçons, ils finissent toujours par être rattrapés, les loges recevant les directives du club. Les dictateurs africains, jouissant ainsi du parapluie de la coalition des puissances colonialistes, pétrissent leur peuple dans la misère, pendant qu'eux-mêmes se mettent à l'abri des besoins avec leurs familles. Et lorsque ces peuples se soulèvent pour réclamer une justice sociale, la répression s'abat sur eux, y compris avec la participation des bases militaires étrangères, pour justifier la démocratie. La démocratie étant pour eux le respect de la bonne marche de leurs intérêts contre ceux des populations. Lorsqu'un président est félicité par eux, c'est certainement qu'il travaille contre son peuple, pour paraphraser Sékou Touré, repris par Thomas Sankara. Aujourd'hui, le déclenchement des guerres est comme un jeu d'enfant pour les gouvernants occidentaux. Ils ont besoin des ressources du sous-sol d'un pays. Ils créent des groupes de rebelles ou des opposants pour déstabiliser ce pays, renversent son président ou le tuent si ce dernier leur résiste. Puis, ils s'emparent des gisements par le biais des accords inégaux de coopération signés, le pistolet sur la tempe, avec un pantin mis en place par eux à la tête de ce pays. L'Éthiopie, par exemple, est le seul pays du continent africain à n'avoir pas été colonisé. Pour le déstabiliser de temps en temps, des groupes de rebelles ou d'opposants sont montés contre le gouvernement central sans succès. La dernière opération en date est celle qui a duré 2 ans en pleine crise du Covid-19, de 2020 à 2022. La compagnie aérienne éthiopienne est la seule à ne pas avoir connu les effets négatifs de la crise, qui n'arrête pas de progresser. Créée depuis 1945 à capital 100% étatique, sa flotte n'a rien à envier aux compagnies des grandes puissances occidentales qui, toutes, ont souffert de la crise du Covid-19 durant ces 3 dernières années. C'est peut-être la raison pour laquelle il fallait la faire tomber afin qu'elle revienne au même niveau que les autres compagnies des grandes puissances dont le chiffre d'affaires ont été plombés par la crise sanitaire. Mais l'agression silencieuse contre l'Éthiopie a échoué. On est également en droit de se demander si l'élection du docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, d'origine éthiopienne, à la direction générale de l'OMS, ne ferait pas partie d'un plan de ceux qui tiennent la vie des peuples du monde entre leurs mains. Ce sont eux qui déterminent les dettes fictives des pays soi-disant pauvres, alors que les autres pays, comme les États-Unis, en tête, possèdent une dette abyssale, sans que le FMI ni la Banque mondiale n'osent aller mettre leur nez dans leurs comptes. Arrive une crise sanitaire comme en novembre 2019, ce sont encore eux qui en décident de la gestion et à leur manière. Ainsi,
des médicaments jusqu'au vaccin anti-Covid, c'est cette même mafia mondialisée qui avait déjà planifié la réduction de la population mondiale, qui gère cette crise de manière criminelle, sans aucun recours pour les peuples du monde déjà condamnés par eux. L'OMS étant devenu un jouet entre leurs mains. En fait, c'est depuis 2019 que Bill Gates avait déjà créé son propre groupe de gérance du monde et avait prévu de dominer le monde en y appliquant les nouvelles règles de son imagination, à savoir la dépopulation par la vaccination forcée qui aboutirait à zéro carbone. Pour parvenir à appliquer son plan, il avait réuni quelques célébrités comme David Rockefeller, Oprah Winfrey, Warren Buffett, George Soros, Ted Turner, patron de CNN, etc. Bill Gates avait appelé son groupe The Good Club, c'est-à-dire le bon club. Il comptait sur ce groupe pour créer un nouvel ordre mondial à lui, puisque lui et ses amis sont des milliardaires. Et depuis, Bill Gates a évolué dans son projet sur tous les continents, en semant des millions ou des milliards. Il s'infiltre même dans des gouvernements pour influencer les décisions. Mais camouflé sous son manteau de philanthrope, c'est son hold-up sur l'OMS qui le rapproche un peu plus de son objectif et qui doit inquiéter le monde encore endormi. L'OMS roule sur un budget alimenté par les gouvernements, mais avec le temps, les cotisants officiels n'honorant pas leur engagement, 60% de ce budget est constitué par des financements privés. Alors, tandis que l'Europe met dans la cagnotte 2,3%, l'Allemagne y met 5,2%, l'Angleterre 7,7%, les USA 15,9% et Bill Gates y met 16%. Avec ce financement donc, il s'octroie les commandes de l'OMS et en devient le patron et personne n'ose le contredire. Voilà. Donc quand on vous dit que quelque chose est certifié, validé, approuvé par l'OMS, on peut dire que la décision a été validée par le patron réel sur le plan matériel, dans la réalité, sur le plan financier, l'actionnaire principal qui est Bill Gates. Voilà. Et donc Bill Gates se cache, il cache ses agissements et ses intentions vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la femme noire. Il les cache derrière le visage de l'OMS. Voilà. Et là, elle nous dit que pour la référence de ce qu'elle dit ici, c'est une référence qu'elle avait déjà donnée. C'est Philippe Aymar qui a donc rédigé ces fameux dossiers dangereux. Elle nous dit, en parlant de Bill Gates, on reprend, c'est ainsi qu'il a pu manipuler les scientifiques, les biologistes, les virologues, les médecins, les généticiens, à coups de millions de dollars, alors que lui-même n'est qu'un informaticien. Pour son projet de dépopulation mondiale, il s'acharne sur tous les pays d'Afrique qu'il sillonne sous sa veste de philanthrope. À sa réunion des milliardaires philanthropes en 2009, il a été question, et là elle cite les propos de cette réunion, toujours sur la base des dossiers dangereux rédigés par Philippe Aymar, il a été question d'unir leurs forces pour surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Vous comprenez donc pourquoi j'expliquais dans d'autres lives que c'était en réalité l'État français, le Grand Orient, donc c'est ces gens-là, voilà, qui nous autorisaient aujourd'hui à faire cette critique de l'islam. Parce que nous l'avons toujours faite, tout simplement parce que notre vie, notre culture, notre histoire en dépend, notre dignité en dépend. Voilà. Dans la matérialité, les Noirs ont toujours lutté contre des phénomènes comme l'islam sur leur territoire, qui apportent la mort de façon visible, mais également contre des phénomènes contre le christianisme, qui apportent la mort de façon invisible, en provoquant le blanchiment de la population, la diabolisation de la culture, etc., etc. Voilà. Donc nous avons toujours lutté contre ça. Mais aujourd'hui, en fait, ce que les gens ne comprennent peut-être pas quand on est dans cette lutte, c'est que oui, ça nous est permis aussi par ceux-là même que l'on combat. Parce que eux aussi, ça fait partie de leur agenda de capitalistes,
d'écarter certaines de ces religions-là qui empêchent à la consommation. Voilà. Et qui empêchent surtout à la création de cette nouvelle société capitaliste. Alors attendez juste un instant s'il vous plaît, parce que je ne sais pas qui m'appelle. Je dois refuser. Voilà. Alors voilà. Donc j'espère que malgré tout. Ah mince, j'ai refusé. Oh là là, juste un instant s'il vous plaît. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un, merci à tous ceux qui sont là, parce que depuis tout à l'heure, je ne regardais pas le chat. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si vous m'entendez bien? Parce que je suis en train de recevoir un appel. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez malgré tout. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, d'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamissou. Voilà. Donc, c'est de ça dont il est question ici. Voilà. On nous dit, en effet, malgré les millions de dollars versés à l'ONU pour faire passer les propositions pro-avortement, son projet de combattre la surpopulation aura vraiment du mal à se réaliser. Il devra changer de combat, sauf si c'est avec ses amis. Ils usent de ruses. Or, tout se sait maintenant, et il leur sera plus difficile de berner les populations. Même si Bill Gates a braqué l'OMS et achète des structures de soins en Afrique, tel l'Institut Pasteur à Dakar au Sénégal, ils veulent réduire la population, mais ne pensent pas à agir contre la pauvreté. Melinda Gates, quant à elle, déclare que sauver des vies mène à la surpopulation. Les multinationales constituent les béquilles des sangsues des peuples africains dans les pays où ils opèrent. Des multinationales sans morale qui s'accordent les services, les groupes armés qu'elles financent en toute complicité pour harceler et violer des populations dont ils incendient les habitations. Des populations assises sur des sous-sols immensément riches que le Haut Commissariat des réfugiés, qu'on appelle le HCR, autre appendice de l'ONU, dans l'exercice normal de sa fonction, vient gentiment déloger afin de permettre aux multinationales de venir tranquillement exploiter ces richesses. Voilà. Ces populations relogées dans des camps, sous des tentes, plus loin, deviennent des réfugiés dans leur propre pays, mais des réfugiés entourés des soins attentifs des ONG complices de la mafia. Dans les diverses assemblées où se votent les lois devant régir le fonctionnement, les sociétés, les institutions internationales ou nationales, ou des lois devant assurer la protection, les populations, dans ces assemblées donc, coexiste également une armée non moins puissante de lobbies. Des lobbies qui réussissent à faire voter des lois contre les populations par des députés ou des sénateurs que les peuples croient avoir élus. Ce sont ces lobbies, à la solde de ce petit groupe obscur de Bilderberg, qui indiquent et trient également les journalistes et médias devant servir leur cause. Ces médias, dont certains journalistes faibles, tenus par la corruption, se sentent obligés de camoufler la vérité sur les événements en relayant à travers la planète entière le diktat de la mafia qui gouverne le monde. Et là, elle fait une autre citation. Elle dit « Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois », a déclaré Meyer Amschel Rothschild. Donc ce monsieur-là, Meyer Rothschild, il a vécu entre 1743 et 1812. Bien sûr que ce n'était pas lui-même ou ses héritiers bon teint qui se déplacent pour faire le job. Les tâches résultant de sa théorie sont confiées à l'armée des lobbies du club, donc le club de Bilderberg, qui s'en acquitte de manière excellente comme nous venons de le voir. C'est un contrôle absolu qu'ils ont sur les peuples du monde en leur imposant par la terreur le dollar comme une monnaie unique mondiale.
La théorie du club de Rothschild et de Rockefeller, appliquée par les banques centrales, revient à dépouiller le citoyen qui doit s'enfoncer dans la misère et la pauvreté sans comprendre ce qui lui arrive. Un système financier mondial qui écrase les peuples et les empêche de réfléchir aux voies et moyens de lutter pour s'en sortir. Un système monétaire qui ne permet pas à la population de jouir des fruits de son travail. Un système vertical auquel n'échappe aucun peuple, quel que soit le continent où il vit. L'humanité avait connu les sans-culottes lors de la Révolution française en 1789. De nombreuses révoltes contre la faim éclatent de temps en temps dans des pays du tiers-monde. En Europe, par exemple en France, des retraités qui sombrent dans la misère à cause de l'effondrement de leur pouvoir d'achat et de leur niveau de vie, après avoir travaillé toute leur vie, avaient aussi manifesté sans gain de cause. Ils ont été suivis par des gilets jaunes qui réclamaient de meilleures conditions de vie. Leur manifestation avait duré plusieurs mois, entre 2018 et 2019, sans succès. Il en est également ainsi ailleurs pour les peuples d'autres continents. Le monde semble dans une impasse sans issue, où le capitalisme ne fait même plus rêver comme avant la chute du mur de Berlin en novembre 1989. La guerre qui avait éclaté en Ukraine en février 2022 est venue comme pour apporter un peu d'éclairage au fonctionnement du monde. Un monde monopolaire, régenté par des gendarmes qui traitent les peuples comme des moutons. Les peuples africains, infantilisés quant à eux, déjà méprisés depuis des siècles, sont traités avec une rare arrogance qui a fini par ouvrir les yeux à la nouvelle génération africaine. Jusqu'à cette date, jamais les gendarmes du monde n'avaient imaginé les peuples africains dotés d'un cerveau ni capables de réfléchir. À bien observer la situation mondiale contemporaine donc, nous semblons patauger depuis longtemps dans une gadoue d'injustice sociale, politique, économique et environnementale, dont l'issue échappe à la majorité des habitants de notre planète, puisque ceux qui sont les responsables des désastres que nous subissons forment une toute-puissance d'argent et d'armes à feu, et bloquent impunément toutes les issues de secours dont ils ont confisqué les clés. Car jusque-là, ils opéraient à l'ombre de leur obscurantisme grâce à l'ignorance des peuples du monde, qu'ils prennent soin de diviser pour mieux exploiter. Mais les peuples africains, complètement inhibés par cette sorte de mafia mondialisée grâce à de gros mensonges dans le passé et qui se prolongent dans le présent à travers des religions importées, ainsi que des mécanismes retors de manipulation grotesque, ces peuples qui portent dans leur mémoire cellulaire les traumatismes du passé et qui ont courbé l'échine pendant des siècles, vont pouvoir sortir de leur torpeur grâce aux événements cruciaux qui se sont précipités ces 3 dernières années. À commencer par les récentes découvertes de la génétique. Génétique et épigénétique, fruits des chercheurs africains et chercheurs européens, dont les efforts conjugués vont permettre l'éveil des peuples du monde. En fait, ici, je dirais simplement qu'elle n'aurait pas dû dire chercheurs européens mais asiatiques, l'Europe n'étant pas un continent contrairement à l'Afrique. Continuons. Le second événement est la crise du Covid-19, qui participe de cet éveil qui a révélé l'ampleur de la manipulation des peuples par la peur extrême qui détruit le système immunitaire des personnes qui en sont victimes, en même temps que cette peur les prive de la force psychologique capable de les protéger contre de telles atteintes. La situation inédite provoquée par le peuple malien constitue le 3e événement crucial.
les peuples africains et le monde avec eux découvrent ce processus irréversible en cours au Mali, patrie de Modibo Keïta, comme l'épicentre d'un séisme dont les ondes de choc se propagent au Burkina Faso, patrie de Thomas Sankara, et en RCA, République centrafricaine, de Barthélemy Boganda. La nouvelle expérience en cours dans ces trois pays et les actes que posent leurs dirigeants semblent tracer pour les peuples africains la voie vers une libération et une émancipation d'un colonialisme qui n'a que trop duré. Cette expérience gonfle également la nouvelle génération africaine et semble lui indiquer tous les espoirs d'une aube nouvelle dans leur propre pays, au lieu de continuer à prendre le chemin de la Méditerranée, devenu un cimetière à ciel ouvert pour eux. Guidés par ses ancêtres et armés d'un courage inimaginable jusqu'à ces derniers mois, depuis le Mali jusqu'aux tribunes des Nations Unies à New York, ce peuple montre aux autres peuples du monde qu'il est bien possible de relever la tête et de s'en sortir. Donc, ce qui va se passer dans les prochaines années et qui a démarré sous nos yeux, si elle n'est pas une révolution, en tout cas, elle lui ressemble. Et les années à venir nous le diront. Comment les peuples, ceux africains en particulier, ont-ils pu laisser faire cette situation désastreuse de domination et de manipulation depuis des siècles? Par quels mécanismes ont-ils pu être endormis à ce point? Et c'est là que l'auteur va rentrer dans la deuxième partie de l'ouvrage, la mémoire cellulaire. Parce que cet ouvrage, même s'il débute par 3 chapitres de rappel géopolitique et d'explication géopolitique, c'est en vérité un ouvrage qui traite de génétique et qui a été écrit par une généticienne, dans laquelle elle va nous parler de mémoire cellulaire. Alors, juste un instant, s'il vous plaît. Je vais couper mon micro, je reviens tout de suite. Bon, merci beaucoup, excusez-moi, me revoilà, je suis de retour. Donc, ce que je disais, et pourquoi je ne vais pas vous lire en entier comme on a déjà lu jusqu'à présent la suite de ce livre, c'est parce qu'il est important de l'acheter en vérité, parce que c'est un document qui est une preuve des réalités scientifiques attestées aujourd'hui, d'accord, voilà, sur l'historicité génétique, j'ai envie de vous dire. Alors, historicité génétique, pourquoi ? Parce que on va en fait se rendre compte que effectivement il y a une mémoire dans le gène, ou plutôt dans l'épigène,
Et donc l'épigène, parce que je sais que beaucoup de gens ont du mal un peu à comprendre quand parfois je parle de ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une surcouche de l'ADN, d'accord? On va dire que l'ADN que nous avons et qu'on reçoit de nos parents, c'est un ADN qui est fixe. Il est, voilà, une fois qu'on a notre ADN, il est supposément invariable, d'accord? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que c'est, par exemple, quand on a un cancer ou une maladie grave comme ça, en vérité, eh bien, c'est une anomalie. C'est-à-dire que c'est une cellule qui, au lieu de se reproduire à l'identique, hein, comme elle était censée se reproduire, elle a fait une erreur, d'accord? Et maintenant, ça, en fait, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que un truc qui se reproduit à l'identique, ça n'existe pas. C'est systématiquement différent. Et donc, en fait, à chaque fois que nos cellules, elles se reproduisent et qu'on nous ment, on nous prétend qu'elles se reproduisent à l'identique, c'est faux. Elles se ressemblent suffisamment, d'accord, pour être considérées comme identiques. Mais en vérité, elles ne le sont pas. Et à chaque fois, il y a des infimes variations lors de la reproduction de chacune de ces cellules. Et à terme, ces variations, elles provoquent un vieillissement visible et constatable sur l'individu ou la chose. Voilà, enfin là on parle d'un être vivant, donc je veux dire sur l'individu, ou peut-être par exemple la plante ou un animal, ou voilà, etc. Voilà. Et donc, ce qui se passe dans le cadre, par exemple, d'un cancer, d'accord, c'est une erreur qui a été commise, mais là, cette fois, l'erreur est visible, d'accord? On va dire que là, c'est vraiment une erreur, c'est pas que non, c'est des jumeaux, ils sont vraiment similaires, mais il y a quelques différences. Non, non, non. C'est que là, c'est une grosse erreur, en fait, dans la reproduction de ce schéma. Et ça provoque par exemple un cancer. Et ça provoque pas que des cancers, mais c'est pour vous donner un exemple très simplifié de ce que c'est. Et donc ça, c'est censé être, on va dire, l'ADN invariable, mais vous avez compris en vérité, comme là ce que j'ai expliqué, pourquoi en vérité cette invariabilité, elle est apparente, c'est une pseudo-invariable en vérité, d'accord? Ça ne l'est pas vraiment, vu que l'ADN vieillit. D'ailleurs, ici encore c'est faux, pourquoi? Parce que nous avons l'exemple de cette femme qui s'appelait Henrietta Lacks, d'accord, et qui, elle, possédait donc ce qu'on appelait les cellules HeLa. H-E-L-A, d'accord? Vous allez taper cellules HeLa sur Internet pour voir. Et Henrietta Lacks, pourquoi ces cellules, elles étaient incroyables? Qu'est-ce qu'elles avaient, ces cellules? En fait, ces cellules, elles étaient immortelles. C'est-à-dire que quand elles se reproduisaient, tout le charabia que je vous ai expliqué avant, eh bien, il n'y avait pas d'erreur. Elles se reproduisaient véritablement de façon, en tout cas, suffisamment similaire, d'accord, pour dire que, voilà. Et surtout, il n'y avait pas de vieillissement constatable. C'est-à-dire que l'erreur n'allait pas dériver jusqu'au point de provoquer un vieillissement, d'accord? Ça veut dire que cette dame-là, elle avait le potentiel en elle, le potentiel génétique, d'avoir ce qui a été appelé par les chercheurs, les scientifiques, des cellules immortelles. C'est comme ça qu'on les appelle, ces cellules de cette dame, qui était une dame noire américaine, d'accord? Comme elle était une dame noire américaine, un jour elle a eu un cancer du vagin, cette dame-là. Et en plus, elle était esclave aussi. Donc voilà, c'était une vie assez difficile, ou en tout cas elle était descendante d'esclaves, elle avait une situation qui était très difficile, cette dame-là, voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, hein, elle a réussi à avoir des soins, entre guillemets, mais ce n'était pas véritablement ce que c'était, elle était plutôt un guinea pig, d'accord? Et à sa mort, ses maîtres ont donné son corps à un hôpital. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les blancs de l'hôpital? Ils ont prélevé le cancer sur sa chatte, sur son vagin, d'accord? Ils ont prélevé son utérus. Ils ont pris ces cellules-là, les cellules HeLa. D'accord? Donc tout ça, vous pouvez chercher sur Internet. C'est pas moi qui m'amuse à dire des choses horribles comme ça. C'est malheureusement des choses qui se sont passées et que le monde doit savoir ce qui s'est passé, ce qu'on a fait au nom de ce qu'aujourd'hui on va appeler la médecine, la science moderne, etc. D'accord? Parce que ce sont des réalités qui nous concernent encore aujourd'hui. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il s'avère donc qu'ils ont pris donc son utérus, d'accord, et ils ont fait la même chose à la Vénus Hottentote. Donc là, ici, je marque une parenthèse. La Vénus Hottentote, c'était une femme noire qui avait des très gros fesses, très gros seins. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Blancs? Ils l'ont kidnappée, cette dame-là, ils l'ont violée, ils l'ont mise en prostitution, et ensuite, ils l'ont mise dans un zoo. Un zoo, pour qu'elle puisse être matée et baisée toute la journée, selon les envies et les demandes des gens qui venaient même avec leurs enfants pour l'avoir, les grosses fesses, les gros seins de la dame.
d'accord? Quand elle est décédée, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris son vagin, ils ont pris d'autres organes et ils les ont mis dans des bocaux pour les conserver et les exposer. Donc la Vénus autantote, ça pareil, vous pouvez regarder sur Google, excusez-moi, où voilà, il y a aussi des livres et des ouvrages qui parlent de ça. Le corps a été rendu récemment, l'année dernière, il me semble, aux gens de son pays. D'ailleurs, son pays m'échappe, là, le nom du pays m'échappe. Mais en tout cas, si vous cherchez Vénus autantote, vous allez retrouver véritablement toutes les informations. Mais en tout cas, ce sont les gens de son pays qui ont dû demander à récupérer son corps, d'accord? Donc là, on va fermer cette parenthèse. On va revenir sur Henrietta Lacks. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est un comportement, d'accord, qui n'était pas nouveau pour ces gens-là et qui est encore en cours aujourd'hui de prendre des gens comme ça. Et là, donc, je dois ouvrir une nouvelle parenthèse. Il y a cette femme noire aux États-Unis qui est dans le coma et à qui l'homme blanc a forcé une grossesse, d'accord? Donc la dame est en état de mort cérébrale et ils sont en train de lui forcer une grossesse que sa famille a refusé cette grossesse. Mais ils se servent quand même de son corps pour faire cette expérience complètement démente, pour voir si quelqu'un en état de mort cérébrale, d'accord, peut donner la vie et à quoi va ressembler cette vie-là. Voilà. Donc la famille, hein, les parents de cette dame-là qui est dans le coma ne sont pas d'accord avec ça. Mais l'État n'en a rien à foutre. D'accord? Donc ici, on va fermer la parenthèse. C'est pour vous expliquer que ce n'est pas de la folie. D'accord? Ce sont des cas qui ont été documentés à toutes les époques. Je pourrais même là m'amuser à remonter à des millénaires, des milliers d'années, pardon, pour vous raconter des choses. Mais là, je vais rester sur ces cas, sur ces trois cas-là, d'accord? Pour expliquer le cas de Henrietta Lacks. Donc, Henrietta Lacks, ils ont pris le cancer de son vagin, d'accord? Ils ont pris son vagin. Et avec, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des vaccins pour la polio. Donc si vous regardez sur YouTube, vous allez taper cellule ELA, vous allez voir des petits enfants blonds, qui se font vacciner. C'est le cancer du vagin de cette femme noire-là, avec quoi ils sont vaccinés. Voilà, qui a servi à faire les vaccins de la polio. Henrietta Lacks, c'était il y a 3 ans, il me semble, on avait déjà produit plus de 50 millions de tonnes de cellules grâce au cancer de sa chatte. Et je me fous pas de vous. Hein. Donc allez vérifier s'il vous plaît ce que je dis pendant que je parle. Vous pouvez mettre TikTok en arrière-plan et faire une recherche rapide sur vos téléphones et regarder hein, cellule ELA, H-E-L-A, Henrietta Lacks, d'accord? Et vous allez voir que malheureusement je me fous pas de vous. Et que ces gens, il me semble, ça c'est à vérifier, c'était à combien de temps cette information, mais vous allez retrouver très facilement. Ils ont produit plus de 50 millions, tapez Henrietta Lacks 50 millions de tonnes. Et regardez de quand date cet article-là, d'accord? Ils ont produit plus de 50 millions de tonnes de cellules avec cette dame-là, avec son cancer de vaginal à cette dame-là. Waouh! Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont envoyés dans tous les pays du monde. Et avec, ils ont créé de nombreux vaccins qu'on a piqué vos darons avec, d'accord? On nous a piqué avec, d'accord? Et que les gens ne savent pas, c'est le cancer de la chatte de cette femme noire. Il faut le dire. Il faut que les gens ils comprennent à un moment donné, d'accord? Quand ils viennent nous parler de leur médecine, quand ils viennent nous parler de leur OMS, quand ils viennent nous parler de leur science moderne, quand nous, on vient leur parler de la suprématie blanche, quand on vient leur dire qu'on affronte un peuple de Yurugu, d'accord? Et qu'ils ne comprennent même pas les mots qu'on utilise, il faut qu'ils comprennent à un moment donné ce dont il s'agit. Parce que c'est aujourd'hui ce qui coule dans les veines de beaucoup de gens par leur ignorance. D'accord? Voilà. Donc, ils ont vacciné des gens avec ça. Ils ont fait énormément de médicaments qui sont sur le marché. D'accord? Et ces cellules-là, ces cellules-là, ils les envoient dans l'espace. Ils les envoient dans l'espace. D'accord? Donc voilà. Et je vais vous dire quelque chose, le mélanocyte, il est au fondement de la cellule. C'est-à-dire que la cellule est là, elle n'est pas sans mélanine. Il est à la base biologique de la création de la cellule, le mélanocyte. Il en est un de ses constituants, je ne dis pas qu'il est le seul, pour ceux qui aiment ne jamais rien comprendre à ce qui est dit. Voilà. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'ADN... Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kunta. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'ADN
pseudo-invariable, d'accord? Maintenant que vous avez compris ça, on peut passer à ce qu'on appelle l'ADN épigénétique. L'ADN dont je vous parle et dont parle ce livre auquel j'essaye de vous intéresser. Donc ce livre qui a été écrit par Eugénie Dossa-Kenom et qui s'appelle Mémoire cellulaire et l'éveil des peuples aux éditions IDL. C'est les éditions intégrales diffusion du livre. Et donc en fait, la mémoire épigénétique, qu'est-ce que c'est? Il s'avère que l'ADN épigénétique, en fait, il est influé par des protéines, d'accord? Ces protéines, il y en a plein, il y en a 4 protéines principales. Nous, la protéine qui nous intéresse parmi ces 4-là, c'est la cytosine. Pourquoi? Parce que la cytosine, c'est la protéine, en vérité, qui est chargée de retenir l'information. Voilà. Donc la cytosine, elle retient l'information et c'est visible parce que donc l'ADN épigénétique, il est observé et observable à une certaine échelle. Donc on peut le regarder. Et quand on regarde cet ADN, on se rend compte qu'il y a des marqueurs dessus, qu'on va appeler marqueurs génétiques, d'accord? Et en fait, ces marqueurs génétiques, c'est quoi? C'est la cytosine, la protéine cytosine, d'accord? Qui a mis une information sur l'ADN. Donc voilà pourquoi j'opposais l'ADN pseudo-invariable, que j'ai bien pris le temps de vous expliquer, l'ADN fixe principal dont on parle la plupart du temps quand on parle d'ADN, à cet ADN épigénétique qui est un ADN que l'on peut qualifier de mouvant. D'accord? C'est un ADN qui n'est pas statique, bien au contraire. C'est un ADN qui change selon nos expériences tout au long de notre vie. Et c'est également un ADN qui est transmis à notre descendance directe, c'est-à-dire à nos enfants. Donc, la cytosine, elle va faire un marquage sur cet ADN-là. Ça veut dire qu'elle retient l'information à un endroit de cet ADN-là. Et ce marquage, on l'appelle CH3. Donc maintenant, ces marquages CH3, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce que l'auteur va nous révéler dans ce livre, qui est quand même une bombe, hein, mais elle n'est pas la seule à faire ses recherches. Hein, il y a des gens, des autres scientifiques qui en ont parlé avant elle aussi, qui ont fait ces recherches. Et ces recherches continuent dans le monde entier. Voilà. Donc il y a des Américains, des Chinois, il y a d'autres Africains, je ne sais pas s'il y a des Européens dessus, je ne les ai pas vus dessus, mais sûrement qu'il y en a, et voilà. Donc... il y a même des Coréens dessus, eux ils travaillent sur ça mais avec des souris, etc. etc. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va réaliser maintenant? C'est que cet ADN épigénétique, il va retenir l'information. Et là, pour nous expliquer ça, qu'est-ce qu'elle nous dit l'auteur? Elle nous dit la violence, qu'elle soit donnée, reçue ou vue, observée, elle marque l'ADN. Ça veut dire que les expériences marquantes, les expériences choquantes, d'accord, qui ont un impact sur l'individu, sur la psyché de l'individu, ça provoque en l'individu une production de cette protéine qu'on appelle la cytosine, et cette protéine va marquer carrément l'ADN de l'individu, d'accord, et ça c'est une leçon. C'est une leçon, c'est une historicité génétique, on peut dire, parce que cette information, elle va être transmise aux descendants de l'individu. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a été choqué, il a vu les Français débarquer et couper les têtes des Camerounais, les mettre sur des pics, d'accord? Il l'a vu. Eh bien, cette information, cette violence-là, ce choc-là, va être marqué en vérité dans l'ADN de l'individu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méthylation de la cytosine. Donc la méthylation de la cytosine, c'est quand la cytosine retient une information qu'elle va inscrire, graver sur l'ADN épigénétique pour donc le réécrire, le modifier. Eh bien ça, ce processus-là, ça s'appelle la méthylation de l'ADN épigénétique. Et donc cette méthylation, elle se produit selon les individus tout au cours de leur vie, elle se produit, voilà. Et maintenant, il y a un autre phénomène qui existe, c'est ce qu'on appelle la déméthylation. La déméthylation, jusqu'à l'heure actuelle, on a observé 2 formes de déméthylation. Il y a la première forme, qui est la forme également la plus courante. C'est la déméthylation spontanée. La déméthylation spontanée, c'est-à-dire que l'individu qui a été traumatisé, il a un éveil de conscience. Traumatisé, peut-être que c'est un mot que vous allez mal interpréter pour certains, parce que vous allez y mettre des préjugés. Traumatisé, ça veut dire marqué, en vérité. C'est un synonyme de marqué. Il ne faut pas y mettre forcément quelque chose de péjoratif dans cette phrase. Voilà. Donc,
l'individu qui a été marqué, et ben d'un coup, il a une révélation, il a quelque chose. Par exemple, une femme a été battue toute sa vie, toute sa vie conjugale par son mari, et elle s'est laissée faire, elle a été traumatisée. Et peut-être que cette femme, on va apprendre qu'elle avait vu elle-même quelqu'un de son entourage, ou sa mère, ou quelqu'un d'autre, d'accord, qui avait été battu de la même manière, et ça l'avait déjà, elle, marqué de la même manière, ou que même peut-être son parent, voilà, même sans qu'elle l'ait vu, avait vécu des choses similaires, d'accord, ou quelqu'un d'autre dans sa famille, et que cette information a été transmise via son ADN épigénétique. Donc elle avait déjà une prédisposition à subir la violence, à supporter la violence, et à être soumise à la violence. Mais un jour, je dis n'importe quoi, c'est une situation comme ça pour vous expliquer une métaphore, pour vous expliquer une allégorie, pardon, pour vous expliquer la situation. Donc, un jour, son mari allait trop loin et voulait aussi frapper son gamin. Et bien ce jour-là, la femme a eu un déclic. Parce que son instinct maternel lui a dit que non, il faut qu'elle protège son gamin, même si elle ne s'est jamais opposée à son mari. Ce jour-là, elle s'est opposée, elle a poussé son mari, elle a repoussé son mari. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une déméthylation spontanée. Vous voyez? L'individu, le marquage CH3 de la cytosine s'est brisé. Il a été détruit, il a disparu. Et quand je vous dis disparu, ça va très très vite parce que c'est à une échelle vraiment qui est microscopique. Et donc ça, le marquage a disparu. Cette chaîne-là, cette soumission, cette inscription-là, ça a disparu. C'est disparu de l'ADN. Donc là, le marquage est, pouf, disparition spontanée, ça s'appelle. Déméthylation spontanée, ça s'appelle. Et donc là, la femme a eu le courage de repousser son mari. Et peut-être que plus tard, on ne sait pas, elle trouvera le courage de quitter cet homme-là avec son enfant. Voilà. Donc pourquoi je vous explique ça? Parce que c'est très important de comprendre que dans la vie, rien n'est gravé. D'accord? Parce que même quelqu'un, un boxeur maintenant, qui a toute sa vie, il a boxé, il a bagarré, il a été fort. Mais un jour, il peut avoir un coup dur, terrible. Il peut avoir un décès dans sa famille ou quelque chose, je ne sais pas. Un coup dur terrible, d'accord? Et cette information-là, cet abandon-là qu'il va manifester, de la même manière, ça va marquer son ADN épigénétique par la cytosine, ça va lui provoquer une méthylation, d'accord, qui va faire que ce truc de winner qu'il avait, et que peut-être il avait même de son père ou de son grand-père, eh ben il va le perdre. Donc rien n'est définitif. Force comme faiblesse, rien n'est acquis. Et on se rend compte qu'on dépend au quotidien, nous tous, c'est pareil pour les animaux, voilà, de ce processus de méthylation et de déméthylation de nos ADN épigénétiques, de nos cellules, d'accord, qui font que même un cheval sauvage peut être dompté, ou un chien qui était bien dressé peut redevenir un chien errant, voilà, pour que vous puissiez un peu comprendre ce procédé-là. Donc, la deuxième manière de déméthylation, c'est la déméthylation par thérapie. Donc ça existe. On se rend compte que dans les mots, d'accord, dans les connaissances, dans les vibrations, donc ces mots, ils ne sont pas obligés d'être dits, ils peuvent être écrits. L'important, c'est qu'ils résonnent. Et cette résonance, elle peut se faire via l'esprit. C'est le cas lors d'une lecture. Les mots résonnent dans votre tête, ils résonnent en vous. Vous n'avez pas besoin de lire à voix haute, par exemple. Ou bien quand on se parle, ou voilà. Donc dans les mots, dans cette résonance qui s'exprime de différentes manières, n'est-ce pas, il y a une capacité en vérité, un support, un véhicule pour des émotions, des informations, des vérités, des réalités, c'est comme un médicament en fait, d'accord, ça véhicule ce qu'on va appeler ici un potentiel de guérison, en fait, chez l'individu. Donc, là, Eugénie, elle explique que parfois, entendre quelque chose, ça peut éveiller les esprits. Et c'est comme ça, souvent, que les gens même sont convertis, d'accord? Ils ont entendu un texte religieux, je ne sais pas, qui les a fait écho avec leur vie, qui les a touchés, ça a méthylé leur cytosine, et ça a provoqué en eux un amour, une croyance, une dévotion qu'ils vont transmettre à leurs enfants, d'accord? Voilà. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut réaliser maintenant que quand quelque chose est transmis de cette manière-là depuis plusieurs années, depuis plusieurs millénaires, eh bien le marquage à cet endroit est très très fort. C'est-à-dire la croyance de l'individu, d'accord, la foi de l'individu, l'endoctrinement de l'individu. Là c'est parce que j'ai pris l'exemple de la religion, mais c'est pareil pour la soumission, par exemple, qu'on avait dit avant, à la violence par exemple. C'est pareil pour tout ce qu'on a dit, voilà.
Donc, c'est important de comprendre ça. Il y a une déméthylation par thérapie qui est toujours possible chez l'individu, peu importe le marquage, mais il faut bien être conscient que plus le marquage est ancré, plus il est profond, plus il est générationnel, plus cette déméthylation, qu'elle soit spontanée ou induite par thérapie, eh bien, ce sera peut-être un processus plus ou moins long chez les individus, plus ou moins difficile, voilà, chez les individus. Donc, elle, Eugénie Dos-Sakenom, elle n'est pas que généticienne, parce que c'est un médecin, elle est aussi thérapeute, voilà. Merci beaucoup, la Terrangaise. Bah alors, malheureusement, tu arrives quand j'ai fini le live, quand j'allais couper le live. Donc là, je vais couper le live en vous remerciant. Oulala, qu'est-ce que c'est ce truc là? Oulala, voilà. Là, je vais couper le live en vous remerciant énormément et je vais le redémarrer dans quelques minutes. C'est simplement pour que ce soit plus simple à uploader sur YouTube. Quand je vais là le relancer, donc on a fini avec ce livre-là, Eugénie Dos-Sakenom. Toute cette partie-là que je vous ai expliqué, la science, oui, on va dire la science, hein, la théorie scientifique en tout cas, et les exemples concrets qu'elle a eu à travers sa pratique de médecin et son analyse géopolitique et du monde, hein, parce qu'elle est aussi médecin du monde, donc c'est une dame qui a eu la chance d'aller partout. Et bien, tout ça, ça va être expliqué dans la suite du livre. C'est un livre qui est très très costaud. Nous n'avons abordé que les 3 premiers chapitres, mais c'est un livre qui a à peu près 320 pages d'informations, de dates, de noms, de lieux et de faits scientifiques. Donc c'est pour ça que je vous explique que c'est un livre qu'il est intéressant de posséder et de faire connaître autour de vous, parce que ça c'est ce qu'on appelle de la vulgarisation scientifique. Ce n'est plus de la magie, ce sont des faits, des réalités qui appartiennent aux humains, qui appartiennent à tous, d'accord? Et qu'il faut maintenant prendre le temps d'expliquer aux gens pour sortir de ce que d'autres appelleront peut-être le syndrome de l'esclavage. Voilà, ou bien le racisme, la violence, l'injustice, voilà. C'est par ces biais-là, je pense, pas uniquement, hein, mais à travers notamment ces biais-là, que nous y arriverons en tant que communauté tout d'abord, et puis ensuite peut-être en tant que peuple. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure où nous allons continuer avec toujours Eugénie Dos-Sakenom et son livre Problématique de la violence, héritage génétique ou épigénétique. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure.